Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Parce que Didier chante, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a un groupe de musique également, Didier Maisto. Vous saurez tout. C'était également notre partenaire du jour. Et vous allez bien, Didier ? Oui, très bien, oui. Ça fait depuis longtemps qu'on ne vous a pas vu en studio. Voilà. La France, ça serait plutôt... j'ai jamais rien vu d'aussi bas. Oui, en ce moment, oui, c'est sûr que c'est plutôt l'image que l'on a. On va se tourner tous les deux vers notre vue de haut avec notre invité, Éric Branca. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Éric Branca. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être ici avec nous pour 1 heure ensemble d'interview. Vous êtes historien, journaliste, fin connaisseur du gaullisme et des services secrets. Vous avez publié entre autres le roman de la droite aux éditions Lattès, De Gaulle aux éditions Molière et ce fameux Ami américain aux éditions Tempus qui a été réédité. Alors c'est une réédition, vous avez complété du coup dans cette réédition ? Très peu de choses. Seulement vous avez senti peut-être que c'était le moment de le refaire découvrir à nos... C'était indispensable. Oui. C'était indispensable parce que on n'explique pas le présent sans remonter aux causes du passé. Et je crois que là, j'ai tenté de faire une généalogie des rapports franco-américains qui remontent à la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont jamais été aussi d'actualité. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait 1 heure ensemble pour comprendre ce qui se passe à travers notre histoire. Et je vais commencer par une citation. C'est le début de votre livre. Alors, vous ouvrez sur cette scène, en fait. Scène qui est déjà très parlante et qui va finalement être notre trame sur toute cette interview. On est en 1963. Alors, Georges Pompidou et le ministre Jean Saint-Denis tentent de persuader le général de Gaulle de participer au 20e anniversaire du débarquement allié, qui se déroule donc 1 an plus tard. Et De Gaulle répond fermement « Non, je ne veux pas ». Il tente donc, Georges Pompidou, Jean Saint-Denis, de passer par Fitt. Et quelle est la réponse du général de Gaulle ? « C'est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge, hein ? Eh bien non, ma décision est prise. La France a été traitée comme un paillasson. » Et attention, tenez-vous bien, chers auditeurs, le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur Amgott, alors ça on va évidemment revenir dessus, qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Et vous voudriez, répond encore le général de Gaulle, que j'aille commémorer ce débarquement qui était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, 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 ne comptez pas sur moi. Je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais là, ma place n'est pas là. Voilà. Donc finalement, tout est déjà dit. Je veux dire, tout le mensonge au travers duquel nous-mêmes nous avons été baignés. Je veux dire, moi j'ai étudié dans les manuels d'histoire et quelle est le plus beau moment de cette guerre, c'est enfin le débarquement des Alliés de 44. Et là, vous nous dites que c'est tout l'inverse et que le général de Gaulle, qui est pourtant notre héros, luttait contre la commémoration de cet événement-là. Il ne luttait pas, mais il ne voulait pas être présent. Il ne voulait pas cautionner comme on dirait maintenant, le narratif qu'il y avait autour. Oui, tout à fait. Et en revanche, il était à Toulon pour l'anniversaire du débarquement de Provence, dont l'armée française a été partie prenante bien davantage que les Alliés. Cette affaire de l'Amgott, elle est absolument fondamentale parce qu'elle éclaire toute la politique américaine. Il faut savoir que dès 1943, les Américains avaient créé en Grande-Bretagne des écoles de formation pour des cadres administratifs qui auraient pris la place à la libération des préfets de Vichy. Ces cadres administratifs étaient tous des militaires américains. Et ils avaient pour but donc de gouverner la France exactement comme s'il avait été un pays occupé, comme ça s'est passé pour l'Italie, comme l'Allemagne, comme le disait De Gaulle. De Gaulle a été prévenu de cela de manière absolument presque fortuite, d'abord par des bruits du BCRA, les services secrets de la France libre, et par les Britanniques, qui l'ont prévenu, parce que sur quels qu'aient été les rapports compliqués qu'ils avaient tout de même...
était francophile et trouvait absolument monstrueux ce projet américain. C'était d'ailleurs d'un point de vue anglais, c'était pas seulement par grandeur d'âme francophile, mais il savait que si on faisait ça à la France, il y avait derrière un autre projet qui concernait cette fois aussi la Grande-Bretagne et qui était la mise sous tutelle de l'Empire britannique. Et donc, les Américains, dès 1943, avaient décidé dans la perspective de la création de l'ONU, de mettre tous les empires coloniaux sous la direction de l'ONU. Ils voulaient faire un International Trusteeship. Et évidemment, ça ne plaisait pas du tout à Churchill. Il a donc tout dénoncé en bloc à De Gaulle, qui a pu, in extremis, empêcher et l'un et l'autre. Mais si les commissaires de la République, si les administrateurs américains n'ont pas pris le pouvoir, c'est grâce aux commissaires de la République qui avaient été formés à Londres et pour partie parachutés dans le maquis quelques jours avant le débarquement, et qui, vraiment, ça a été souvent une question d'heures. Oui. C'est ce qu'on comprend dans votre livre. On s'est dit, mais quelle tension pour lutter contre cette influence américaine qui veut donc vassaliser, on va le dire comme ça, tout à fait. La France. Et donc, ils arrivaient avec leurs wagons de billets, les billets drapeaux, billets drapeaux qui étaient déjà imprimés, où le mot France n'existait pas, et qui aurait eu une valeur inférieure à ce que le marque d'occupation avait par rapport au franc. Enfin, c'est absolument insensé. C'est-à-dire que pour acheter un billet drapeau, il aurait fallu plus d'argent que pour acheter un marque d'occupation. C'est dire. Et c'est d'ailleurs le fil rouge de votre livre. On voit bien que les États-Unis, qui avaient une politique isolationniste, ne veulent pas du tout lutter contre le nazisme ou pour la liberté. D'ailleurs, ils s'engagent tard, on le rappelle. Ils s'engagent très tard. Et effectivement, il y a cette volonté de mise sous tutelle de la France, mais aussi de l'Allemagne, avec un dépeçage qui est véritablement prévu. D'ailleurs, on va donner la rive gauche du Rhône à l'Italie, etc., etc. Et donc, ce qui est, je trouve, tout à fait intéressant, c'est de voir que Churchill avait beaucoup de respect pour De Gaulle, quand on voit surtout aussi la volonté de Roosevelt, qui n'était pas du tout francophile, qui détestait, qui haïssait De Gaulle et plus largement les Français, et qui voulait effectivement avoir une espèce de continuité. C'est l'extraterritorialité américaine qu'on retrouve aujourd'hui dans les affaires, d'ailleurs. Et ce qui est peut-être pour éclairer nos auditeurs, il y avait des agents qu'on pourrait appeler aujourd'hui agents de l'étranger, comme l'inénarrable Jean Monnet, dont on a fait une figure, un héros en France, Jean Monnet, le père de l'Europe, etc. Voilà, panthéonisé, etc. Par François Mitterrand. Voilà, expliquez un peu quel était le rôle de Jean Monnet durant toutes ces années. Alors, Jean Monnet était un Américain de langue française. Il a très peu vécu en France. Il a vécu la plupart du temps aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Et il était, dans les années 30, ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui un spin doctor. Il conseillait les principaux chefs d'État occidentaux, et en particulier Roosevelt, mais aussi Chiang Kai-shek, etc. Et il avait acquis un rôle essentiel dans la finance internationale. C'est le BHL, c'est l'ancêtre de BHL. Mais qui pesait nettement plus lourd d'un point de vue financier. D'un point de vue financier, puisqu'il était banquier, il avait fait fortune en vendant du cognac au Canada pendant la guerre de 14, etc. Son père était producteur de cognac, et il disait que tout a un prix, donc tout se négocie. Et il était devenu vraiment l'un des principaux conseillers internationaux de Roosevelt. Il a connu De Gaulle en 1940, dans les jours dramatiques qui ont précédé le 18 juin, lorsque De Gaulle arrive à Londres. Le 17 juin, Jean Monnet lui propose un plan, parce qu'il avait déjà des idées très supranationales, de fusion des États, etc. Il lui propose une union franco-britannique. À charge pour De Gaulle de la proposer à Paul Reynaud, qui est président du Conseil pour quelques heures encore. Alors évidemment, De Gaulle et Churchill acceptent parce que ils se disent que ça peut être un moyen d'empêcher Reynaud de signer l'armistice ou de démissionner. En réalité, il n'y croit pas. Et c'est la première rencontre entre De Gaulle et Monnet date de 1940. À partir de 1942-43,
Monet ne va pas cesser de se mettre en travers de la route de De Gaulle afin de l'empêcher de prendre le pouvoir une fois que la libération sera effective. On pourrait dire aujourd'hui que c'est un ultra-libéral, puisque d'ailleurs De Gaulle essayait toujours, ça a été toute sa politique, une espèce de laisser-aller, de libéralisme mais tempéré, avec une intervention de l'État sur les domaines régaliens, ce que ne voulait pas du tout Jean Monnet et ce que ne voulaient pas par extension les Américains. Absolument. Et il est duplicité tout à fait extraordinaire, ce Monet, puisqu'en 1943, quand il est envoyé à Alger par Roosevelt, il fait mine de soutenir De Gaulle, et en même temps, il lui envoie un télégramme, enfin, il envoie plus exactement Harry Hopkins, qui est le principal conseiller pour les affaires étrangères de Roosevelt, où il lui dit « il faut détruire De Gaulle ». Détruire De Gaulle, ce télégramme est donné dans les mémoires de Jean Monnet. Ça n'est même pas un document déclassifié. Monnet s'en est vanté dans ses mémoires. Et De Gaulle n'est pas tout à fait dupe. Il l'utilise même parfois. Il l'utilise justement pour les liens qu'il a avec la finance anglo-saxonne pour obtenir des prêts. Car la France, qui n'est plus tout à fait la France libre, qui est la France combattante et qui va devenir le gouvernement provisoire de la République française à partir de 1944, a un besoin urgent de fonds. D'ailleurs, prêt que De Gaulle finira par obtenir, et pour garantir l'indépendance de la France, qui aura pris soin de complètement rembourser ces prêts. 1er janvier 1967, on ne devait plus un centime aux États-Unis. Et déjà, dès 1943, on commençait à rembourser. Tout à fait. En livrant des navires, de toute façon, qui se seraient sabordés ou qui auraient été livrés à l'ennemi, ce qui était le moyen d'asseoir notre indépendance. Absolument. Et Monet était un grand défenseur de la dette. Et en 1945, il y a un conflit. À mon avis, ça fait partie des erreurs. C'est la seule grande erreur que je reconnais au général. Lui-même l'a pratiquement reconnu dans ses mémoires. Il a choisi Jean Monnet et son bras droit Pléven plutôt que le plan de Mendès-France. Mendès-France voulait une politique de grande rigueur économique. Et Jean Monnet et Pléven plaidaient pour un endettement de la France auprès de qui ? Des États-Unis. Comment tient-on un État en laisse si ce n'est en l'endettant ? Clémence parlait d'ailleurs du débarquement en préambule, et c'est vrai que dans votre livre, ce qui ressort, c'est à quel point l'histoire avec sa grande âge, comme disait Pérec, est tributaire de petits événements. Ça se joue chaque fois un chouïa, un rien. Et par exemple, De Gaulle, qui le 6 juin 1944 fait un sale coup aux Américains. Oui, vous faites allusion au discours. Absolument. Absolument, oui. On va expliquer un peu ça, parce que c'est assez intéressant, parce qu'à mon avis, peu de Français sont au courant de ça. Eh bien, les Américains faisaient pression sur les Anglais pour qu'on ne laisse pas parler De Gaulle à la radio, et surtout que s'il parle, il cite les Américains et leur rôle essentiel dans la libération qui s'annonçait. Et quand De Gaulle fait mine d'accepter, et quand il parle à la radio au matin du 6 juin, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France, etc., il ne cite pas les Américains, il cite les Alliés. Et puis il demande aussi de n'obéir qu'aux Français, qu'à l'administration française. Bien sûr. Il se fait applaudir, c'est la liesse populaire, et dès lors, les Américains ont perdu la partie et ne pourront pas imposer. Mais tout se joue à Bayeux, car il ne faut pas oublier que les Américains et Churchill, qui suit leur directive à ce moment-là, l'empêchent de débarquer. Il ne débarque, De Gaulle ne débarque que le 14 juin 1944, et à Bayeux, quand il arrive à l'hôtel de ville, le commissaire de la République François Coulet a précédé de quelques heures l'envoyé américain avec ses valises de billets. Donc tout se décidait à Bayeux, et la légitimité nationale, elle s'est reconstituée en Normandie avant de s'étendre à tout le territoire. Les Américains s'étant appuyés sur le général Giraud, qui se piquait de ne pas faire de politique parce qu'il était malléable et facilement manipulable. Ils sont d'abord appuyés sur Darlan. Sur Darlan, bien sûr. C'est tout à fait extraordinaire. Il faut absolument qu'on en parle, parce qu'en fait, on voit ces Américains qui soutiennent le régime vigiste. Alors, officiellement, ils sont neutres, mais on voit très bien qu'ils misent sur le régime vigiste. Roosevelt appelait Pétain mon très cher ami. C'était connu. Il y a des lettres, il y a des archives. Ah oui, absolument. Alors, c'est pas du tout parce que Roosevelt avait une admiration quelconque pour la Révolution nationale. Pas du tout. C'est beaucoup plus cynique que ça. Oui.
Parce que la limite, ça l'excuserait, mais même pas. C'est parce qu'il voulait s'emparer de l'Empire français, il voulait en fait profiter de l'effacement international de la France pour prendre sa place. Il y a en 1941 des accords Darlan Clark, qui est le représentant de Roosevelt, et Darlan, qui est président du Conseil, qui vient de succéder à Laval, qui sont en fait des accords de libre-échange. Les Américains n'ont jamais fait la guerre que pour ouvrir des marchés. Oui, puis il est prêt aussi à s'appuyer, on le voit à différentes reprises, sur Laval. Jusqu'en 1944. Jusqu'en 1944. Avec, pardon, une parenthèse, vraiment ça m'a choqué, des livraisons, donc il y a des accords commerciaux qui sont faits, des livraisons de matériaux de guerre au régime vichyste, donc aux Allemands. Oui, avec cette idée, je complète, avec cette idée il vaut mieux que l'Allemagne il valait mieux que l'Allemagne remportât la guerre et que s'allie finalement avec les États-Unis plutôt qu'avec la Grande-Bretagne. Et cette idée, elle a fait florès. Vous avez raison. Alors, sur les accords commerciaux, vous vouliez peut-être préciser. Oui, on n'a pas livré de matériel de guerre à Vichy. On a livré des pneus, des camions, des choses comme ça, de l'huile. Oui. Mais enfin non, on n'a pas vraiment livré de matériel de guerre. Les Américains, en revanche, avaient des joint ventures avec des sociétés suisses qui, elles, travaillaient avec les Allemands. Mais ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. D'accord. Enfin, on voit quand même en effet, et ça sort encore une fois complètement du narratif qu'on nous sert aujourd'hui. Encore une fois, reprenez les manuels scolaires d'aujourd'hui. Mais là, il faut les Américains sont les grands sauveurs, sont nos sauveurs, alors que là, on voit que les Américains misaient sur le régime de Vichy et donc absolument pas sur les forces libres du général de Gaulle pour leur avenir. Bien sûr. Et la grande idée de Roosevelt, c'est que le maréchal quitte Vichy au moment de l'invasion de la zone libre, vienne s'installer à Alger, et là, tout continue comme avant. Et vous faisiez allusion à Laval, et vous aviez raison, puisque jusqu'en juillet 1944, donc quelques jours, quelques semaines avant la libération de Paris, les Américains, l'OSS, ancêtre de la CIA, avec Allen Dulles à sa tête, complotent avec Laval, avec une partie de la résistance no-gaulliste, pour mettre en place un régime transitoire dont Pierre Laval aurait été le chef avec Édouard Herriot. Oui, et puis il y a aussi le chiffon rouge, si j'ose dire, du communisme qui est sans cesse agité avec de la désinformation concernant le général de Gaulle, qui veut installer, soi-disant, un régime communiste en France, qui est l'antenne de Moscou. Il ne recule devant rien. Et ça, évidemment, ils inventent des fausses... Et ça fait peur. Ce sont les Français, les vichistes. Ce sont les Français. Mais qui sont des informations qui sont envoyées aux Américains. Alors que quand vous lisez les mémoires de guerre du général, qu'on devrait lire bien davantage, parce qu'on les cite toujours pour 2 ou 3 phrases qui sont de belles phrases, mais enfin qui n'apportent rien à l'histoire. Et bien si on les lisait, d'abord c'est un merveilleux livre d'histoire, c'est merveilleusement écrit, c'est de le dire. Très bien écrit. Mais en plus, il y a une foule d'informations, et la moitié de chaque volume est consacrée à des annexes et des documents, des télégrammes d'époque. Et donc c'est une masse documentaire dont on ne se sert pas suffisamment. Et qu'est-ce que dit De Gaulle s'agissant de la libération de Paris? Pourquoi est-ce qu'il en veut beaucoup aux Américains à ce moment-là, après le débarquement? C'est qu'ils ne veulent pas libérer Paris tout de suite. Ils savent que Paris s'est insurgé sous la houlette des communistes, et les Américains espéreraient bien que les communistes prennent le pouvoir à Paris pour dire, voyez, on ne peut pas traiter avec ça De Gaulle, il n'est pas capable d'empêcher les communistes de prendre le pouvoir. Et c'est grâce à Eisenhower, auquel il faut rendre hommage, qui avait un grand respect pour De Gaulle, respect d'ailleurs mutuel, qu'on laisse Leclerc foncer à Paris. De toute façon, les Américains ne l'auraient pas laissé faire, qu'ils l'auraient fait quand même. Et c'était absolument urgent, puisque lorsque De Gaulle, comme lorsque la 2e DB arrive à Paris, les communistes qui ont soulevé la capitale veulent être co-signataires de la capitulation de von Choltitz. Et De Gaulle s'y refuse, parce que ça veut dire qu'on leur reconnaît un rôle, c'est presque une nouvelle commune de Paris. Donc, celui qui misait sur les communistes à l'époque, c'est pas De Gaulle, c'est plutôt Roosevelt. Je voudrais aussi qu'on en parle, c'est pas vraiment... vous en parlez à un moment donné, mais tout de même, moi, ça m'a choqué, c'est les bombardements américains sur les villes françaises, la destruction totale de villes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et qui parfois même étaient des exercices d'entraînement.
d'entraînement. Avant d'aller bombarder l'Allemagne, on regardait un peu ce qui se passait en France. Je vais faire la publicité d'un livre formidable qui s'appelle Les bombardements de la France de Gilles Ragache et qui a fait un point absolument essentiel sur la question. Il y a plus de 60 000 Français civils qui sont morts dans ces bombardements, dont les 2/3 n'avaient pas d'importance stratégique. C'était psychologique. Pardon, mais je fais une comparaison atroce qu'il faudrait absolument pas faire. Mais si on regardait aujourd'hui la Russie et les bombes, ce qui se passe en Ukraine, autant dire que s'il se passait la même chose du côté russe, là, ce serait toute la communauté internationale. On peut la faire, la comparaison. Non, mais je sais bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Je crois effectivement que mettre en place ce genre de comparaison. Il y a une volonté de destruction. Pour partie gratuite, qui était expérimentale, et que Comment vous l'expliquez cette destruction de masse, Ils se sont servis de la France comme un champ d'expérience, Et ça, c'est un fait, avant de lancer les grands bombardements stratégiques en Allemagne. Alors, ce qui est intéressant, après, sortant peut-être un petit peu de la guerre, continuons à avancer, vous faites allusion ensuite, par exemple, à Kennedy. Kennedy arrive au pouvoir, vient voir De Gaulle. Il est comme un petit garçon, Kennedy. Il vient demander des conseils. Il a beaucoup de respect, de déférence vis-à-vis Ils ont des rapports très ambivalents. Et si Kennedy n'avait pas été assassiné, je pense que les choses auraient été en s'améliorant entre la France et les États-Unis. La catastrophe, ça a été, si j'ose dire, Johnson, qui était un instrument de l'État profond. Enfin bon, on y reviendra sûrement. Alors c'est très intéressant, l'État profond, parce que vous en parlez beaucoup. Ah oui. Bien sûr. Cette idée, et d'ailleurs plus que cette idée, cette réalité en fait que il y a des personnes puissantes aujourd'hui on dirait l'oligarchie qui sont organisées aux États-Unis. Il faut les citer, c'est le département d'État, la CIA, et c'est les services de renseignement, et essentiellement la CIA et le Pentagone. Et donc Kennedy, c'est vrai, quand il rencontre De Gaulle, a un grand respect pour lui, d'abord parce que Kennedy est un type cultivé, qui connaît l'Europe, contrairement à son prédécesseur et à son successeur, et à son lointain prédécesseur qui était Truman, parce que Eisenhower connaissait l'Europe pour y avoir fait la guerre, et également en 14. Mais il connaît l'Europe, il a une grande admiration pour De Gaulle, il en a parlé avec Churchill, qu'il admire aussi. Bon, en même temps, il y a chez Kennedy certainement un peu de flatterie. Et puis il y a un point d'achoppement qui est le nucléaire. La dissuasion nucléaire. Et la volonté de la France de se doter de l'arme atomique, d'en faire une dissuasion nationale, ce qui est incompatible pour De Gaulle avec le maintien dans l'OTAN. Et les rapports sont cordiaux, mais compliqués jusqu'en 61. Or, que se passe-t-il en 61 ? La construction du mur de Berlin, et l'année suivante, l'affaire des missiles de Cuba, qui menacent directement le territoire américain. Et là, on ne pourra pas s'empêcher de faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec l'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie. D'ailleurs, de façon prémonitoire, lors de leur première rencontre, De Gaulle dit à Kennedy, mais imaginez si un jour, à Cuba, par exemple, des missiles étaient pointés sur vous. Et vous avez raison de parler de cet épisode, car à partir de ce moment-là, Kennedy change complètement de point de vue. Il dit, je vais réfléchir. Sur De Gaulle. Et il envoie, et c'est là où intervient sans doute l'État profond, il envoie un émissaire à Paris pour prévenir De Gaulle que finalement, les États-Unis ne mettent plus leur veto à l'adoption d'une dissuasion indépendante, et donc à la limite, il est plus utile qu'il quitte l'OTAN. Cette lettre n'arrivera jamais. On va continuer d'en parler évidemment. On a encore une demi-heure ensemble, mais tout de suite, c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Je rappelle qu'Éric Branca est historien, journaliste, fin connaisseur du gaullisme et des services secrets, qui a publié entre autres le roman de la droite chez Lattès, De Gaulle chez Molière et L'ami américain, réédité donc récemment. Elle date de quand cette réédition, de cet été, c'est ça ? Avril ou mai, je crois. D'accord. Mai. Aux éditions donc Temps Plus Collection, Temps Plus, des éditions Perrin. Vraiment, je conseille à tous ce livre qui, je pense, est fondamental pour comprendre ce
ce qui s'est passé pour revisiter l'histoire avec des éléments très sourcés, c'est absolument très sourcé. Et vous verrez que ce n'est pas tout à fait ce que nous apprend dans nos manuels d'histoire. Enfin, ça, c'est pas très étonnant. Mais bon. Donc, nous continuons sur cet ami américain. Peut-être, on en était à la crise de Cuba à 62. On commençait à faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, encore une fois. C'est vrai que là, d'ailleurs, en 62, le général de Gaulle a apporté son soutien. Il avait... mais de Gaulle a été un allié, mais exemplaire des Américains lorsque la paix du monde a été en question. Et il est certain que, à la fois pour le mur de Berlin et à la fois pour les missiles de Cuba, les Américains se sont trouvés devant quelqu'un qui était prêt à faire la guerre à leur côté. Petite anecdote qui est racontée par Alain Perfit sur l'affaire du mur de Berlin. Lorsque les Russes commencent à monter des barbelés, car ils commencent par des barbelés et ils ne font pas cette maçonnerie qui va durer 30 ans, n'est-ce pas ? Il se trouve que pour des raisons diverses, on a beaucoup de chars, beaucoup plus que d'habitude, à Berlin. Et De Gaulle est, lui, partisan de casser les barbelés et de faire intervenir les chars français. Mais il demande évidemment aux Américains et aux Anglais s'ils sont prêts à faire la même chose. De Gaulle est dans le rapport de force. Il dit, si on ne fait pas ça maintenant, ça va mal tourner. Et Kennedy est injoignable, et Macmillan, le Premier ministre britannique, chasse sa gousse en Écosse. Voilà, mais c'est vous dire que De Gaulle était, de ce point de vue-là, tout à fait solidaire des Américains. Et à Cuba, son argument c'est, il est inadmissible que des forces du pacte de Varsovie soient à 300 km des côtes de la Floride. Est-ce que ça vous rappelle rien ? Oui, ça rappelle la scène ukrainienne, l'extension de l'OTAN aux portes de la Russie aujourd'hui. La Russie qui avait posé son ultimatum depuis longtemps en disant « Attention, je ne veux pas que l'OTAN s'étende jusqu'à mes portes ». Et voilà que chose faite avec possiblement installation de Bien sûr, missiles. Et puis surtout, il y a quand même ce contexte, il faut toujours rappeler, de promesses verbales. Certes, ça n'a jamais été inscrit dans un traité, mais c'est présent dans tous les procès-verbaux qui sont aujourd'hui déclassifiés. Très important, ça. Promesses qu'on fait dès 1990 à Gorbatchev et à partir de 1991 à Boris Yeltsin, en lui disant si vous dissolvez le pacte de Varsovie, l'OTAN sera peut-être dissoute, c'est pas très, très clair, mais enfin il y aura un mouvement de symétrie, et puis surtout, l'OTAN n'avancera pas one more yard, pas un yard de plus. Bon, qu'est-ce qui se passe ? On le sait, n'est-ce pas ? C'est l'intégration à marche forcée des anciennes démocraties populaires. Et là, les Russes se sont fait évidemment avoir. Et ça, Poutine ne l'a jamais pardonné à ses prédécesseurs. J'ouvre une parenthèse, parce qu'aujourd'hui, appelons ça les journalistes, moi j'appelle ça des speakeriens, mais bon, en réalité, ne cherchent pas la vérité. Parce que ça, évidemment, dans toutes les notes, on le trouve, mais... J'entendais encore M. Cohen qui disait à un général, mais est-ce que c'est écrit ? Au général Desportes. Est-ce que c'est écrit au général Professeur à l'école de guerre, qui est sans doute un des généraux les mieux informés aujourd'hui. Est-ce que c'est écrit ? Non, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part, mais c'est dans les procès-verbaux. Et non seulement James Baker, donc l'administration américaine de l'époque, mais François Mitterrand, mais Helmut Kohl ont répété cet engagement. Quoi qu'il arrive, l'OTAN ne sera pas étendue. Alors, ce qui est intéressant, ils ont fait les porte-parole de la Maison-Blanche. Puisqu'on est dans les parallèles aussi, c'est de parler de cette amitié qu'il y avait avec Adenauer. Oui. Et qui a scellé finalement une coopération intéressante dans le respect mutuel des nations, mais justement en allant vers la paix et en garantissant à chaque pays, finalement, son indépendance. On en est très loin aujourd'hui. On en est très loin. On parle beaucoup du moteur franco-allemand, etc., mais... Le moteur franco-allemand... le moteur est allemand, en tout cas. Oui, exactement. Et les BMW ou Mercedes. Il faut revenir sur Adenauer, si vous me le permettez, parce que ça en dit très long sur ce qui se passe aujourd'hui, notamment l'absence de solidarité européenne avec la France, ou de solidarité à sens unique des Européens avec les Américains. Quand De Gaulle et Adenauer scellent le traité de l'Élysée, sur lequel on entend également beaucoup de bêtises, on dit que c'est la matrice de l'Europe actuelle. Absolument pas. C'est une Europe intergouvernementale, avec un noyau dur, certes, mais des coopérations finalement assez limitées, mais approfondies, et notamment en matière de défense. Il y a deux choses que les Américains n'ont pas pardonnées au traité de l'Élysée de 1963. C'est que le mot OTAN n'y est pas
n'y est pas mentionné. Évidemment, volontairement de la part du général de Gaulle. Bien sûr. Et il est prévu de créer des instituts de défense et de rapprocher les deux industries d'armement franco-allemandes. Dans la mesure où la France de l'époque se dote de l'arme nucléaire, 1960, thermonucléaire, 1968, il était clair qu'on allait vers l'embryon d'une défense réellement européenne, franco-allemande, avec des intérêts communs. Troisième chose qui n'est pas dans le traité de l'Élysée, mais qui n'a pas été pour rien dans le fait que Adenauer a été l'ennemi public des Américains à ce moment-là, c'est qu'il est d'accord avec De Gaulle pour bloquer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, qui est le cheval de Troie des États-Unis. Et donc, que se passe-t-il lorsque le traité d'Élysée est signé ? C'est en janvier 1963, et en octobre 1963, lorsqu'il est présenté devant le Bundestag, Jean Monnet, c'est dire son influence, est dépêché par les Américains au Bundestag, suscite au sein de la CDU, le parti d'Adenauer, une fronde, et impose à Adenauer, qui va démissionner quelques jours plus tard, un préambule qui dit que la solidarité de l'Allemagne avec l'Amérique et avec l'OTAN sera supérieur et toujours et il aura vidé de sa substance complètement le texte. On n'en parle jamais de cette affaire-là. On n'en parle jamais. Mais c'est toujours choquant quand on entend encore toutes ces histoires sur Jean Monnet. Comment Jean Monnet a pu être panthéonisé par François Mitterrand, qui savait tout ça ? Parce qu'il était l'artisan de Maastricht, dont Mitterrand avait fait le point d'orgue de ses deux mandats. En disant d'ailleurs, on a plusieurs sources, là encore on n'a pas de trace écrite, mais il y a tellement de gens qui l'ont entendu le dire qu'on peut le croire, je serai le dernier vrai président français, puisque j'aurais eu encore les pouvoirs légués par De Gaulle, par la Constitution de la Ve République. Après Maastricht, la supériorité du droit européen casse la souveraineté française, casse toutes les souverainetés d'ailleurs, sauf la souveraineté allemande, qui a un instrument qu'il faut citer, qui est la Cour de Stuttgart, qui, elle, dit qu'aucune loi ne sera jamais supérieure aux lois fédérales quand l'intérêt suprême de la nation est en cause. Ça, c'est une jurisprudence constante. Le dernier souverainiste, c'était le général de Gaulle. Ah, sûrement. Et même Pompidou, qu'on cite beaucoup en exemple, qui était le candidat de la droite anti-gaulliste. Ah, bien sûr. D'ailleurs, oui. Pompidou, finalement, à la lecture de votre livre, moi, ça m'a frappé. Je vais peut-être aller un peu loin, mais c'est un peu l'efferment d'Emmanuel Macron, déjà. Alors, je n'irai pas si loin parce que je crois qu'il avait quand même. Un peu, oui, vous êtes un peu provocateur. Non, mais banquier, ultra-libéral, faisant confiance au marché, se méfiant quand même, justement. Mais il y a une différence. Alors, quand même, notoire. Il était cultivé. Que Pompidou aimait. Oui, alors ça, déjà, c'est sûr. Il aimait l'industrie. Et il voulait que la France reste une grande puissance industrielle. Macron se moque totalement de l'industrie, comme son prédécesseur, comme ses deux prédécesseurs d'ailleurs. C'est un financier. Ce qui l'intéresse, il a vendu, il a participé à la vente d'Alstom à General Electric. Mais il l'a concocté. Il l'a concocté. Or, Alstom, c'est un point fondamental qui n'est pas assez grand public, donc on n'en parle pas suffisamment. Mais c'est absolument essentiel, puisque c'est un instrument décisif de notre souveraineté qu'on a vendu aux Américains, puisque c'est les fameuses turbines Arabelle qui équipent les sous-marins nucléaires et notre porte-avions. Qui a été vendu à General Electric, en même temps d'ailleurs que d'autres fleurons dont on parle peu et qui étaient dans l'escarcelle d'Alstom. Je vais rebondir sur cette affaire Alstom, puisque en fait la grande question, en suivant votre livre, on sait que donc, cette guerre, comme vous la nommez, de 30 ans jusqu'en 69, le général de Gaulle part. Sauf que cette guerre n'est pas finie, ou alors elle est finie parce que nous avons perdu la guerre. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Est-ce que finalement, les Américains n'ont pas réussi le fameux Amgot qu'ils voulaient faire, mais d'une autre façon avec l'Europe qui existe aujourd'hui, ou avec cette forme de guerre économique qui fait qu'on a des situations comme Alstom ? Je crains que vous n'ayez raison. Je crains que vous n'ayez raison, même si tout est réversible. Mais ça va être très difficile de renverser la vapeur, parce qu'on a pris des habitudes de soumission, je ne dirais pas à partir de Pompidou, mais en tout cas à partir de Giscard d'Estaing, tout à fait incroyable. Le dernier sursaut, ça a été Chirac avec l'affaire du Golfe.
Mais il a fallu du temps pour qu'il comprenne à qui il était confronté, parce qu'en 1995, Chirac était déjà pour la réintégration dans l'OTAN, en l'échange du commandement des forces méditerranéennes qui était donné à la France. Et il a eu, je crois, un réflexe, mais qui était un réflexe viscéral, mais il a mis du temps. Mais ça a été la dernière fois qu'on a réellement résisté à la pression américaine. Aujourd'hui, avec les affaires énergétiques, on voit combien nous faisons une politique totalement conforme à leurs intérêts. Il est très rare qu'un État souverain suive des intérêts aussi divergents des intérêts nationaux. Oui. Au profit d'intérêts étrangers. C'est extrêmement rare. Donc là, pour être concret, on peut parler de la vente du GNL américain, donc du gaz liquéfié américain, qui était invendable il y a encore un an avant le déclenchement de la guerre, puisque non écologique, et puis très difficile à transporter. Aujourd'hui, c'est devenu notre meilleur gaz. Et puis on parlait aussi, dans le prolongement de ce que disait Clémence, de l'extraterritorialité du droit américain, qui est juste une conséquence. Qui commence avec le Cloud Act, mais qui s'est développé. Voilà, mais qui était déjà dans les enfermements, en fait. Et là encore, mais qui permet de vous menacer de 1000 ans de prison. Bien sûr. Si il suffit que vous ayez, je ne sais pas moi, Gmail chez vous, donc vous utilisez un produit américain. Voilà. C'est comme ça qu'ils se sont emparés d'Alstom, d'ailleurs. Exactement, en inventant de toutes pièces une affaire de corruption et en jetant en prison à des directeurs d'Alstom, Frédéric Pierucci, dont je recommande la lecture du livre Le piège américain. Nous l'avons lu, nous l'avons reçu ici. Qui est formidable. Non, et ce qui est fou aussi, qui ressort, on n'en a pas parlé, peut-être après on parlera de Nixon pour boucler la boucle, parce que c'est intéressant, par rapport à la vision française qu'on a de Nixon et du Watergate, uniquement très réductrice, c'est le fait que les États-Unis ont sans cesse espionné la France, alors avec le survol des avions sur les bases pour la fabrication de l'uranium enrichi. Absolument. Mais ça a continué avec les services. Je publie d'ailleurs des photos aériennes. Voilà. Bon, ça s'est arrêté, mais après ils l'ont fait d'une autre manière. On est, la France... Et la désinformation. Sans arrêt. Alors c'est ce que j'allais dire. Premier volet, sans arrêt espionné. Et puis il y a un narratif qui est vraiment fabriqué vis-à-vis des opinions publiques. Qui nous font prendre des vessies. On va revenir à l'espionnage parce que c'est extrêmement important. Mais vous parliez du narratif, et là je voudrais citer un seul exemple. Quand De Gaulle décide de quitter l'OTAN en 1966, il y a un débat, ce qui est normal, à l'Assemblée nationale. Et les députés de droite comme de gauche, très proches des Américains, si proches, je vous expliquerai pourquoi tout de suite après, font courir un bruit qui est absolument invraisemblable, et là qui rend Pompidou absolument furieux, qui pète les plombs au sens propre à l'Assemblée, ce qui lui arrivait rarement, quand Pleven, qui est un ancien gaulliste, reproche au général, accuse le général de vouloir, en même temps qu'il va quitter l'OTAN, déterrer les soldats américains des plages de Normandie, les malheureux GI morts en Normandie, pour les renvoyer aux États-Unis. Et ça va être terrible dans l'opinion, parce que des gens vont le croire. Bon, et c'était les mêmes spin doctors qui, en 90, expliqueront que les Irakiens débranchaient les couveuses du Koweït. Oui. Ou les mêmes qui ont parlé, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Gentillet, qui ont parlé de massacres au Kosovo. Voilà. Ou les charniers en Roumanie. En Roumanie. Timisoara. Oui, non, mais c'est quand même incroyable cette histoire. Et effectivement, vous parliez... de financement. Voilà. Et c'est quand même intéressant de voir que, par exemple, Danny Cohn-Bendit, pour mai 68, a été financé par... Alors, je ne vais pas si loin parce qu'on lui a posé la question et lui dit que non. Alors, on n'a pas la preuve. À la lecture de votre livre, on comprend que oui. En tout cas, il fréquentait beaucoup le centre américain de la rue du Dragon pendant 68, etc. Et les services français en étaient persuadés. Pompidou en a d'ailleurs parlé à l'Assemblée nationale. Mais là, une fois n'est pas coutume, je vais rendre hommage aux Américains, à leur politique d'archives. Car d'abord, ils ont déclassifié beaucoup de documents, comme si d'ailleurs, c'est un peu à double sens, comme s'ils se sentaient assez puissants pour ne rien cacher de leur manipulation. Et puis, il y a un fonds formidable que je conseille à tout le monde. Je donne d'ailleurs toutes les références dans mon livre. On peut s'y rendre très, très facilement sur Internet. C'est ouvert au public. C'est le fonds d'archives du département d'État. Ce sont des archives orales.
partir des années 60, des historiens, les meilleurs historiens américains ont interrogé tous les diplomates, tous les grands acteurs de la politique étrangère américaine depuis les années 30, tous les survivants. Bon. Et il y en a un qui, à ma connaissance, n'est pas encore mort, il doit avoir une centaine d'années, mais qui a été interrogé en 1990. Vous trouvez tout, je donne le lien, vous trouvez son interview sur Internet, sur le site du département d'État. C'est absolument fascinant. Cet homme s'appelle Wells Stabler. Wells Stabler était le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 2 de l'ambassade américaine à Paris, et il était chargé de distribuer des fonds. Et il dit que c'était extrêmement gênant parce que lui amenait les fonds, mais il ne les donnait pas de la main à la main, c'est quelqu'un d'autre qui les donnait. Mais il assistait absolument à tout. Et il cite tous les gens de droite, comme de gauche, de Guy Mollet à Antoine Pinet, avec tout ce qu'il y avait entre. Hein. Il n'y a que les communistes qui ne sont pas passés. Sans doute même des gens proches des gaullistes ont également touché. Des gens d'ailleurs qui en 68 se sont séparés de Gaulle, ou qui ont rejoint Valéry Giscard d'Estaing, etc. Et il parle de ces actes de corruption dont il a été l'artisan pendant 5 ans. Ça le fait rire. Il faut écouter ça, il faut lire ça. C'est extraordinaire. Et ça, vous le trouvez dans les archives américaines. Et c'est public. Vous n'avez même pas besoin de le demander. C'est incroyable. Est-ce que vous diriez, aujourd'hui, je vais aller un peu loin peut-être, qu'il y avait une... Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de Valéry Giscard d'Estaing, qui était programmé d'une certaine manière pour arriver aux affaires, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà 2 familles politiques qui ont ensuite donné le RPR, canal historique, Canal historique. Canal historique, c'est pour ça. Je rappelle quand même que vous le dites dans votre livre, que c'est Nicolas Sarkozy qui a permis la réintégration dans l'OTAN. Et d'une certaine manière, de l'autre côté, l'UDF, qui était fédéraliste, ultralibéral, contre les intérêts vitaux de la France. Il y a ce clivage très profond qui est... Et ma dernière question, est-ce que finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas l'héritier... Qui se prétend gaulliste. Qui se prétend gaulliste, n'est pas l'héritier de cette tradition UDF. Je cite rarement Marx, même jamais, mais là, il y a quand même une jolie formule de Marx. On ne sait pas si elle est de Marx ou d'Engels, mais elle est très jolie. C'est « l'histoire ne se répète jamais, sauf en comédie ». Et franchement, Emmanuel Macron créant un CNR, je veux dire, il a du plomb dans l'aile, quand même. Le CNR, Macron en tout cas. Mais oui, bien sûr, il fait tout à fait partie de cette tradition-là. Il y a un mot de Sarkozy que j'aime bien aussi, c'est après l'élection de Macron, il a été très franc, il a dit « c'est moi en mieux ». Et c'est vrai que Macron est allé beaucoup plus loin que ce que Sarkozy avait rêvé, qu'il a été empêché de faire par la crise de 2008. Qui était tout à fait calquée sur les méthodes américaines. Enfin, voilà, bon... il faut pas oublier que le programme de Sarkozy en 2007, c'était un endettement massif des ménages. Enfin, c'est ce qui a d'ailleurs causé la crise financière de 2007-2008 aux États-Unis. Alors, si on fait un petit peu de politique actuelle aujourd'hui, puisqu'il nous reste 10 minutes, on va essayer d'ouvrir ce qui se passe en ce moment. Est-ce que d'abord, à la lecture de votre livre, on le savait, mais en le lisant vraiment, on se dit, mais le général de Gaulle s'est battu presque seul contre tous pour sauver la France et sauver l'âme de la France, la grandeur de la France. Bon. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a parmi tous ces prétendants au gaullisme, qui sont des milliers, est-ce qu'il y en a un seul qui, encore une fois, on le voit sur la scène internationale avec ce qui se passe en Ukraine, je pense que le général de Gaulle aurait défendu la 3e voie. D'ailleurs, on a entendu le petit-fils du général de Gaulle prendre la parole à l'ambassade de Russie et dire ce n'est pas la ligne de la France, la ligne est ailleurs. C'est pas la ligne américaine. Ça, je crois que parmi le personnel politique actif, personne ne peut... c'est ce qui se passe était évidemment l'antithèse du gaullisme. Dans la classe politique elle-même, je crois qu'il y a des gens qui sont sincèrement défenseurs de l'intérêt de la France, qu'ils soient à droite ou à gauche. Ça, il y en a toujours eu. Mais là où c'est le désert, ou plutôt le trop-plein, pour parler comme de Gaulle, c'est si on cherche des gens qui défendent vraiment sur la scène internationale l'intérêt de la France. Mais comment pourrait réagir aujourd'hui le général de Gaulle avec
la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y a tant à reprendre et à récupérer. Ça, il faut se méfier, il ne faut pas faire parler les morts. Non, mais on sait en tout cas ce qu'il n'aurait pas fait. On sait ce qu'il n'aurait pas fait. Et on sait que s'il avait été, ça me semble évident, garant des accords de Minsk, par exemple, pour prendre un exemple, ce qu'était Emmanuel Macron, qui les a trahis, n'est-ce pas? Parce que la France, en tant que... comme il présidait l'Union européenne, c'était à lui d'en être le garant, il ne l'a pas été. Bon, on sait bien que De Gaulle sans doute, aurait-il condamné l'intervention russe sans préavis, mais en expliquant d'où elle venait, car De Gaulle était un homme de l'histoire qui cherchait des causes à tout. Rappelons que les accords de Minsk II, en tout cas, étaient au format Normandie, avec la France comme acteur et partie prenante, et que la parole a sans cesse été déniée, et niée. Et aujourd'hui, on ne fait plus du tout référence à ces accords qui ne sont pas respectés, qui conduisent. Alors après, je ne sais pas si c'est moral, pas moral, bien, pas bien. Et c'est un autre sujet. Sur une affaire comme ça aurait été l'occasion, et De Gaulle l'aurait sans doute, encore avec des précautions, parce qu'on ne peut pas faire parler les morts, mais sans doute saisi, comme il l'avait saisi lors de la guerre du Vietnam, pour jouer les pacificateurs et les faiseurs de paix. Alors là, on voit bien que le parallèle avec la crise de Cuba dont on a parlé tout à l'heure est assez éloquent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et finalement, aujourd'hui, le vrai gaullisme, on ne le voit plus finalement vous le dites, en tout cas, pas au pouvoir, ni dans les partis dits de gouvernement. Ça, sûrement. Didier Maistre. Oui, d'ailleurs, moi, ça m'avait frappé pendant la campagne présidentielle. On peut reprocher beaucoup de choses à Jean-Luc Mélenchon, mais du point de vue international, depuis, il a un peu changé d'avis, forcément, mais il avait défendu le non-alignement. Bien sûr. Et tout le monde s'est égoïsé en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Le non-alignement. Et pourtant, à la lumière de l'histoire et de l'histoire contemporaine aussi, c'est la seule action possible. Et d'ailleurs, même pour ce qui concerne la décolonisation, parce qu'on parle beaucoup d'Algérie française, on n'a pas le temps maintenant d'aller dans le détail, mais De Gaulle était conscient lui-même que ça devait s'arrêter au nom des peuples de disposer d'eux-mêmes. Lui, ce qui lui importait, c'était que la France ne soit pas attaquée, ne soit respectée dans son environnement, dans sa politique internationale, dans sa souveraineté, qu'elle soit alimentaire, industrielle ou monétaire. Bien sûr. Finalement, vous parliez c'est un pays, très justement de l'unilatéralisme américain et de l'extraterritorialité du dollar. De Gaulle, là encore, a été prophétique, puisque il ne faut pas oublier que dès 1960, 61, et le paroxysme c'est 68, il lutte contre le dollar, contre l'hégémonie du dollar, qui finance l'inflation, qui finance les guerres des États-Unis, et il plaide pour le retour à l'étalon or. C'est extrêmement important. Et en 68, la France a rapatrié des États-Unis l'essentiel de ses dépôts en or. Rappelons pour nos auditeurs que la masse monétaire américaine n'est pas contrôlée. Pas contrôlée. On ne sait pas du tout combien de dollars il y a en circulation. Et quand il y a un problème, ils impriment des dollars, ils achètent la planète avec ça. Et nous, on est sous couvert de la Banque Centrale Européenne. On risque peut-être d'arriver à la stagflation, puisqu'on a des taux d'intérêt qui montent et une croissance qui est inexistante, en dépit je dirais son dopage épisodique par Emmanuel Macron. Donc voilà, aujourd'hui, on comprend aussi, de manière cette fois pas du tout abstraite, comment la monnaie est une arme et pourquoi il faut avoir une indépendance monétaire pour avoir des leviers pour ensuite agir, et on le voit bien avec la montée des puissances des BRICS, tout cela va changer. Tout ça est en train de changer. Le système voulu par l'Occident est en train d'être de s'écrouler. D'exploser. Bien sûr. Le monde multipolaire se met enfin en place. Est-ce que d'ailleurs ce monde multipolaire, c'est une volonté également du général de Gaulle? Non, il n'a jamais employé le terme. C'est Chirac qui l'a employé. Au milieu de toutes ces hésitations, il y a eu quelques bons moments. Il y a eu des moments de lucidité. En tout cas, merci beaucoup Éric Branca pour ce très bon livre, L'ami américain, extrêmement sourcé, tout est documenté. Vous avez des extraits avec Alain Perfit, mais il y a plein d'autres choses et vraiment, je vous le recommande. On a beaucoup d'auditeurs qui réagissent en ce moment à propos de votre livre, qui sont très intéressés. Donc, je redonne bien les références. L'ami américain, Éric Branca, collection Tempus, édition
Perrin. Et je voulais aussi vous demander, puisqu'on a des demandes de nos auditeurs, concernant le livre sur les bombes. Si vous pouvez nous redonner les bombes. Oui, Gilles Ragache, R-A-G-A-C-H-E, sur les bombardements américains. Il est paru en 2018. Je n'ai pas l'éditeur en tête. Je crois que c'est Ellipse. Je crois, mais je ne suis pas certain. Gilles Ragache et bombardement américain en France en 43-45. Merci beaucoup Éric Branca pour votre éclairage sur notre, entre guillemets, ami américain. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.